Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le mensonge, la manipulation, la ruse, la violence légalisée sont le propre de la politique dans le monde entier et depuis que le monde est monde, pour prendre le pouvoir et pour le garder. En Algérie, le mensonge, la manipulation, la violence légalisée ont toujours été poussés à leur extrême limite. Des limites qu'elles ont souvent outrepassées par ailleurs. Le comble est que le régime a toujours trouvé de très nombreux gens pour le servir, pour se faire ses remparts et ses relais, ses barbelés. Des gens issus pourtant des couches les plus défavorisées et qui pensent avoir eu le privilège de se rapprocher des maîtres du pays dont ils se sustentent des miettes qui tombent de leur table. La situation est sans équivoque, une sorte de famille mafieuse, une vraie famille puisque tous ses membres, les membres du régime, ne marient leurs enfants que les uns avec les autres. Depuis 1962, ils ne se marient qu'entre eux. Ils sont presque tous parents les uns des autres, directement ou par alliance. Et quand ce n'est pas par les liens du sang, alors c'est par ceux de l'intérêt commun. Ils savent que de leur cohésion dépend leur survie. Et si tant est qu'ils doivent liquider un des leurs ou le jeter en pâture à la foule, c'est eux-mêmes qui décident de le faire pour l'intérêt de la Mette et ils ne permettent à personne de toucher à un des leurs sans qu'ils ne s'en chargent eux-mêmes. Et c'est la même logique qui a cours avant même l'indépendance, quand le noyau de l'actuel régime a commencé à se former, avant qu'il ne perpétue, dès l'indépendance, son premier coup d'État, au moment où les Algériens étaient dans l'allégresse. Ce que vit l'Algérie en ce moment même vient d'encore plus loin que ce que je viens de dire, de très loin, de blessures collectives, d'humiliation et de traumatisme que nous portons au plus profond de notre être collectif, que nous avons hérité et que nous transmettons à notre tour à nos descendants. Nous n'avons malheureusement pas pu faire notre catharsis. Nous n'avons pas eu le loisir de cautériser nos plaies purulentes. Le dernier soldat français n'avait pas encore quitté le pays que le mensonge, la manipulation, la ruse et la violence légalisée, au nom de la légitimité révolutionnaire, avaient commencé à inséminer les virus de la discorde et de la haine par le mensonge et la manipulation. Les effets en ont été ravageurs. La société déjà très gravement traumatisée, qui n'avait pas pu expurger ses vieilles souffrances, ni identifier les causes de ces pulsions mauvaises, par la libération de la parole, par une thérapie collective savamment dispensée pour débusquer les cauchemars de la longue nuit coloniale, exorciser les hantises et libérer le génie enchaîné, cette société a malheureusement été réincarcérée avant même que d'être libérée. Sa parole a été étouffée et ses plus vieilles valeurs extirpées de son âme pour être remplacées par le fascisme et la haine pour quiconque ne va pas dans le sens du despote. La haine hérissée de détonateurs et le mensonge en mode d'expression incontournable, ajustable, banalisé jusque dans les sermons du vendredi. Fondement même du discours politique, jusqu'à se mentir et à croire en ses propres mensonges, jusqu'à prôner publiquement
la haine, à la cracher, à la vomir, à la semer à tout vent. C'est cela qui a permis à ce régime de se régénérer de ses propres morts, de nous revenir à chaque fois sous une autre forme, avec d'autres discours, cachés sous d'autres oripeaux, sans que rien ne change de sa nature profonde. Un cadavre en putréfaction qui continue de vivre à sa manière et d'empuantir l'atmosphère, de propager des fléaux. C'est cela, et toute la nuée de mouches qui vrombissent autour d'un régime putréfié en profondeur, qui ont pendant si longtemps sidéré la société, et qui aujourd'hui même, après le fabuleux sursaut révolutionnaire du Hirak, continue d'infecter nos tréfonds. La toute récente interview de Tebboune montre combien la situation est grave et à quel point le régime est aux abois, jusqu'à se caricaturer lui-même, jusqu'à faire du mensonge le plus ahurissant son seul mode d'expression politique. ربي يرحمه عمار الزاهي. Tebboune, entre démagogie, paternalisme et déni, troisième partie, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler par ordre alphabétique, Mohamed Ben Issa, analyste politique qui nous parle depuis la France. Lias Jbaili, économiste depuis la France aussi. Ibrahim Younsi, cadre MDA de 82 à 88 depuis la France aussi. Ibrahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter de nouveau et je salue vos invités, tous les téléspectateurs. باينة عجبتك اني كنت نشوف فيك درك مع الزاهي شي يخدك. J'avais la chair de poule parce que j'ai bien connu Ammar Zahi, Allah yarhamou. Et puis cette chanson est une merveille, elle est de circonstance. Elle est de circonstance. Et ça n'a pas réveillé en vous ces réminiscences d'une Algérie qui n'est plus cette façon d'être
nous avons eu une Algérie heureuse, malgré tout, dans le peuple. Oui. Brahim Younsi. Alors, nous allons voir d'abord un premier extrait qu'on a montré hier, mais qu'on va remontrer parce qu'on ne le montrera jamais assez, de M. Tebboune, qui nous dit des choses et que je vous demanderai de commenter par la suite. Le premier extrait. هاد الامور انا مانيش نختارها في امور هذا. راني ندير النيف للجزائريين، هذا ما كان سيتو. ندير لك خدم بلادك، اربح. دو سيلفو نسمح لواحد مواطن ولا مجموعه تاع مواطنين باش يديروا لنا رافينري فوق روسنا، مرحبا بك. خليني ما نستوردش واربح، الله يسهل عليك. هاد البلاد هذه اللي رجعناها كوروندير، هذا داخل هذا خارج، هذا ما نعرفوهاش، هذا اموال ملايير خارجه، ولا رقيب ولا واحد يشعر ولا واحد يهضر ولا واحد. سي غراف يعني معولين على الفناء. Pardon, nous allons vous montrer autre chose d'abord. Nous allons donc revoir un extrait de M. Tebboune que nous allons vous montrer maintenant. الانتماء نتاعو لهذا الوطن عانى ووكل وكان مسبل وكان ربما يعني كان معزول، ما عندوش يعني مدينه كبيره اللي يدرك في الطرق تاعها ولا يدرك في كذا. كان في الواجهه، في العذاب، في الثوره، في كذا. اليوم ما اعتقدش انسان حتى لو ما عندوش روح وطنيه قويه، عنده ضمير فقط، يرضى للجزائر تاع الساتيليت. والجزائر تاع اليوم دخلنا في تكنولوجيات يقول لك اليوم ما يكفيش. اليوم هو النموذج ماشي امس. لو كانت في هذه العقليه وهذه الصرامه اليوم، لو كان ما زالت موجوده، ولكن 60 مليار تكفي في النظر تاعنا باش نعاودوا انطلاقه. رانا نشوف اليوم دول راها تقترض عند صندوق النقد الدولي، عند البنك العالمي، يقترضوا 3 ملاير 4 ملاير، مليار ونص يجروا. احنا الحمد لله رانا ميسورين، عندنا 60 مليار احتياط. ومهما كان الحال، حتى لو نقص البرميل لهذه السنه بالاضافه الى الشيء الاحتياط اللي راه عندنا، تدخلنا واحد 25 مليار دولار من المحروقات، بالاضافه الى 25 مليار دولار نتاع الفلاحه. الحمد لله الامور في حسن التسيير. الكثره هذه والمال السايب ينوض السراق. زمان كنا نبنوا سكنات، كاننا نستورد سكنات، كل شيء اون ديفيز. Quand le bâtiment va chez nous, tout va à l'étranger. C'était comme ça. Donc maintenant, oui, quand le bâtiment va, tout va. نهار اللي حبسوا برامج السكن مع الكوفيد ومع هذا كثير من الناس حرفيين وهذو توقفوا. إذا سيت اون غروند لوكوموتيف. هذا هو بالنسبة لبناء الاقتصاد المتكامل بالثروات نتاعنا. اليوم قادرين بالثروات نتاعنا. أنا منعت باش نزيد نستورد ليسانس ولا المازوت en 2021 ممنوع. جيب رافينري ورافين تاعك وجيب المنتوج تاعك، هذا ما كان. وسي بوسيبل تري بوسيبل. انا هضرت مع الاختصاصيين قال لك وي عندنا 2 زوت رافينري كيما هذه نتاع سيدي رزين اللي داروا فيها الكراكاج. افيك 2 زوت اون فا اكسبورتي اون فا اكسبورتي الغازول اون فا اكسبورتي الكسمو. Brahim Younsi, donc il nous dit que l'essence, le mazout, ils ne vont plus importer. Non seulement ils ne vont plus importer d'ici la fin 2020-2021, au grand maximum, non seulement ils ne vont plus importer, mais ils vont exporter. D'ailleurs, il dit le mazout ou l'autre qui se mouille, il ne dit même pas l'essence. Hein, Simplement, après les illusions perdues, nous voilà dans de nouvelles illusions. C'est terrible ce que nous venons d'entendre. D'abord, sur les exportations agricoles.
les exportations agricoles algériennes ne dépassent pas les 60 à 65 millions de dollars. Pas Mais il y a davantage. loin de 50 à 60 millions de dollars à 25 milliards de dollars. À moins qu'il ne soit en train de nous dire non, non, nous n'avons pas exporté, nous avons généré, produit seulement. À moins qu'il parle du produit intérieur brut agricole, qui se situerait entre 20 à 22 milliards de dollars. C'est 12% de la production intérieure brute. C'est à peu près 20 à 22 milliards de dollars sur 170 milliards de produits intérieurs bruts de l'Algérie. C'est les statistiques globales mondiales. Ceci dit, sur la question de l'exportation du gasoil et de l'essence, l'Algérie importe 21 millions de tonnes par an de gasoil et d'essence. Je crois que c'est entre 11 à 12 milliards, entre 11 à 12 millions de tonnes de gasoil et 9 millions de tonnes d'essence. En 2019, que pour le mazout, le diesel, gasoil, 10 millions de tonnes. Oui, c'est entre 11 et 12 millions de tonnes. Ouais. Donc nous sommes à peu près tous les deux dans les mêmes fourchettes. Simplement, le président illégitime nous dit que l'Algérie, non seulement est autosuffisante dans sa consommation, donc de sa production et sa consommation de gasoil et d'essence, mais elle va en exporter. Or, les spécialistes nous disent que l'Algérie n'a pas suffisamment de capacité de raffinage pour pouvoir produire du gasoil et de l'essence. Et cela, pardon? Oui, poursuivez. Et cela, Tebboune nous dit que notre pays, en 2021, c'est-à-dire demain, voire ce soir, l'Algérie pourrait exporter de l'essence et du gasoil. C'est invraisemblable. Vous avez parlé beaucoup du mensonge. J'ai relu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ou 4 jours, le livre de Saint-Augustin sur le mensonge et contre le mensonge. Et le président illégitime est dans le mensonge et l'invraisemblance. Parce qu'il est invraisemblable que l'Algérie, même s'il y avait un effort de consenti dans ce domaine, nous ne pourrions pas non seulement nous autosuffire en gasoil et en essence, et d'ici 5, 10, 20 ans. L'Algérie n'a pas les capacités indispensables et nécessaires pour le faire. Alors, nous allons faire un tour d'abord sur cette question et puis nous reviendrons sur les autres points qu'on vient de voir. Mohamed Ben Issa, donc sur cette question d'essence et de gasoil, du jour au lendemain, c'est à peu près, nous dit-on, entre 2,2 milliards de dollars à 2,5 milliards de consommation an minimum. Donc, du jour au lendemain, ils ne vont plus importer et bien au contraire, non seulement ils vont satisfaire le marché intérieur, mais ils vont exporter. À votre avis? Merci pour l'invitation, Jamal. Pardon, excusez-moi de ne pas vous avoir souhaité la bienvenue. Non, merci à vous. Bienvenue à tous les invités, aux chers auditeurs et téléspectateurs. Donc, du coup, j'ai vu rapidement, en fait, j'avais pas ni l'énergie, ni l'envie de regarder la prestation de Tebboune, sachant qu'on a déjà vu d'autres prestations et qui nous ont pas vraiment donné envie de voir la suite. On n'est plus dans la communication politique. On est vraiment dans l'incommunication, vraiment du mensonge officiel direct face caméra. Du coup, tout ce qu'il a dit, aucun chiffre ne tient la route. Ce qui vraiment
étrange en fait et même hallucinant, c'est qu'il va inverser la dépendance algérienne, en fait la dépendance de l'économie algérienne aux hydrocarbures en moins d'1 an, alors que ça, tout le monde sait, c'est même pour le b.a.-ba de l'économie, la première année de la fac en économie, même au niveau lycéen, il te dira que c'est pas possible, c'est impossible même économiquement, en tenant en compte les chiffres et la situation structurelle de l'économie algérienne. Du coup, je ne sais pas quel est l'intérêt de cette communication politique. Est-ce que c'est encore une façon de montrer la fragilité de ce personnage, de ce président illégitime? Et encore une fois, il est en train d'augmenter le fossé qui existe entre lui et la population. Donc, aucun des chiffres que Tebboune a présentés ne tient la route. Et notamment sur l'agriculture, comme il a dit le président intervenant, on est vraiment très loin de la réalité. Et si on suit ces chiffres, on a presque la moitié de la production française en agriculture, sachant que la France a une politique agriculture très ancienne avec les aides européennes. Et puis pourquoi il nous parle en dollars, on parle de dollars lorsque c'est destiné à l'exportation, enfin lorsque ça a été exporté. Et puis quand il nous parle de 25 milliards de dollars, la facture alimentaire algérienne, toute la facture alimentaire, donc agriculture et les autres produits, est de 9 milliards de dollars par an. Donc cet excédent, il est quasiment faramineux. Ça veut dire qu'on a produit quasiment presque le triple de ce que nous consommions habituellement. Et ça serait vu, ça. On l'aurait vu. Sachant que l'Algérie aussi, c'est le deuxième importateur de blé après l'Égypte. En fait, on ne comprend pas d'où ils tirent ces chiffres-là. Moi, vraiment, je suis très étonné de voir une communication de ce niveau. Je n'ai pas d'autre explication à part de dire vraiment c'est un pouvoir à la bas, comme tu viens de dire tout à l'heure, et qui est en train de s'enfoncer jour après jour et qui est en train de donner encore une fois les raisons pour le peuple algérien de continuer ce hirak, parce que ce pouvoir politique a perdu toute légitimité et toute compétence, le minimum de la compétence qui lui permet de tenir la barque en ce moment, parce que la barque où l'Algérie chavire en ce moment passe par des moments très difficiles. Un président avec ce niveau de maîtrise des chiffres et des éléments de l'économie vraiment nous inquiète énormément et nous pousse à tirer la sonnette d'alarme plus qu'on l'a fait très depuis bien. plus. Alors, Lies Jbaili. Merci d'être avec nous. Je remercie les éditeurs et tous les spectateurs de la chaîne Magharibi. Lies Jbaili, je vous rappelle que votre oncle, Rabbi Yarhamou, Sib el-Qassem Qassa, a été mon proviseur à Batna. C'est une personnalité batnéenne, Khenchli, mais qui était à Batna, qui est hyper estimée, Rabbi Yarhamou. Alors, Lies Jbaili, cette histoire d'abord d'essence et de gasoil que nous n'allons plus importer en l'espace en très peu de temps. On va passer d'une très forte dépendance, dont certains nous disent le taux qui serait de 60 à 70%, à quasiment zéro et même en dessous de zéro, puisque nous allons exporter. Alors, au départ, vous m'entendez, M. Béchinouf? Oui, très bien, très bien. Alors, au départ, j'ai dit peut-être ce président est légitime, il était dans la confusion, il était dans l'incohérence. Mais après la fin de son speech, de son discours, je me suis dit, il est en train d'officialiser les mensonges à ciel ouvert. Je m'explique. Quand il parle de l'essence et du gasoil, la nuance est de taille. Donc, je pense qu'il s'appuie sur les dires, sur les propos tenus par le directeur général de la raffinerie d'Alger, qui affirmait que l'Algérie actuellement, elle va atteindre l'autosuffisance en production d'essence en 2020 et elle pourra exporter à partir de 2021. Quant au gasoil, elle va atteindre, je veux dire, l'autosuffisance
en 2023 et à partir de 2024, elle pourra exporter. Donc il y a le gasoil, il y a l'essence. La production de l'essence de l'Algérie en termes de l'essence, elle n'a pas dépassé 2,7 millions de tonnes, alors que les besoins du marché local, c'est 4 millions de tonnes. Donc déjà, on est en déficit. Voilà. Quant au gasoil, la production, elle a un petit peu dépassé, on va dire 8,5 millions de tonnes, alors que la consommation, elle est de 10 millions de tonnes. On est toujours déficitaire, aussi bien en termes d'idées, en termes de raisonnement, en termes d'export, en termes de tout. Donc là, c'est des chiffres, je vais dire, c'est des chiffres un petit peu rafistolés, mais c'est la réalité. Donc pourquoi? Je pense, à mon avis, c'est une question de réhabilitation du raffinage. Et on manque de raffinerie. Moi, je pose la question à la raffinerie qui a été achetée entre 800 et 1 milliard de dollars en Italie. Augusta, pardon, qui a été suite à une cession entre ExxonMobil et Sonatrach. Cette raffinerie, elle devrait apporter pour le raffinage, peut-être, mais on voit bien qu'elle est vétuste, qu'elle ne répond pas aux normes internationales en termes de raffinage et qu'elle nécessite, je veux dire, une réhabilitation à hauteur de 250 millions de dollars. Là, je mesure. Il y a même certaines sources qui nous rapportent que le cahier de charges imposé par la municipalité en termes d'écologie exigerait l'investissement de près d'1 milliard de dollars en travaux pour réaménager l'usine. Je reste réservé sur le chiffre. Je rapporte ce qu'on nous a rapporté. Je reste réservé aussi sur une information. Peut-être, je reste réservé. Sonatrach, elle a fait appel à un cabinet parisien pour essayer un petit peu de trouver comment financer les travaux et la réhabilitation de cette raffinerie. Voilà, concernant l'hydrocarbure. Donc, concernant l'agriculture, il faut savoir que l'agriculture est une économie quand même assez importante en Algérie, en dehors des produits agroalimentaires, hein, c'est-à-dire elle représente à peu près, comme il a dit le premier intervenant, monsieur Brahim Younsi, pardon, c'est entre 12,7 jusqu'à 14% du PIB, du produit intérieur brut. Donc forcément, quand ce président illégitime qui nous annonce que l'Algérie elle a exporté 25 milliards de dollars de produits agricoles, moi je reste perplexe. Honnêtement, après, moi je ne suis pas rentré en profondeur pour être, je garde un petit peu une attitude assez honnête. Je ne suis pas rentré dans les calendes pour savoir c'est quoi pour lui les 25 milliards de dollars. Donc est-ce que réellement l'Algérie elle a récupéré 25 milliards de dollars suite à l'exportation de ces produits agricoles, ou peut-être, je dis, et j'en suis sûr là, j'enlève la confusion, il confond entre le produit intérieur brut par secteur pour l'agriculture et les revenus de l'exportation de l'agriculture. Donc il y a une nuance de taille ici. Donc non seulement il mélange les chiffres, au fait il est dans une incohérence en fait. Vous savez, quand on n'est pas sûr des chiffres, il faut s'abstenir, il ne faut pas avancer. Alors, voilà. Pardon de vous interrompre, j'essaie de faire tourner un peu le micro. Brahim Younsi, sur cette histoire de 60 millions des fonds de réserve, des réserves de change. 60 milliards, oui. 60 milliards de dollars. En début d'année, on nous avait parlé de 56 milliards à peu près. Normalement, ça devrait diminuer puisqu'elles ne sont plus alimentées, ces réserves de change. Au contraire, on a recours à ces fonds pour financer, pour compenser le manque à gagner dû à l'effondrement du prix du baril. Comment se fait-il que de 56, on remonte à 60 milliards? D'abord, on est tombé encore plus bas que 56 milliards ou que 50 milliards. Les réserves de change, aujourd'hui, seraient introuvables. Il faut aller les chercher. On ne sait pas où elles sont. Et on ne sait pas si elles ont fondu réellement ou pas. Il y a une énigme à travers ces réserves de change. Mais si vous me permettez 2 secondes, oui, que le président illégitime fait de l'esbrouf avec les 25 milliards de dollars d'exportation des hydrocarbures. Il suffit de voir seulement... Oui. De l'agriculture ou des hydrocarbures?
agricole. Ah, d'accord. Agricole, de l'agriculture, les 27 milliards d'exportations agricoles. Et il n'y a qu'à voir le rapport des douanes qu'il peut consulter. Je suis étonné qu'il ne l'ait pas consulté, ou ceux qui le conseillent ne l'aient pas consulté. Je suppose qu'ils le savent. Que la globalité de nos exportations hors hydrocarbures s'élève à peu près à 3 milliards de dollars. Et seulement 3 milliards de dollars. C'est strictement rien. Et c'est l'ensemble des exportations algériennes et pas seulement les exportations agricoles. C'est 3 milliards de dollars, exportation, toute exportation confondue. C'est dire que le président illégitime est en train de jouer au dernier tour. C'est quelqu'un qui c'est indigne d'un chef d'État de jouer à ce point avec les illusions qu'il entretient, Oui. notamment sur l'autosuffisance impossible de l'Algérie en consommation de gasoil et d'essence. Mais depuis plus de 7 mois que ce gouvernement est aux affaires, nous ne savons pas même comment il ferait pour financer l'économie. Parce que nous savons que l'Algérie est en faillite, elle est en situation de banqueroute financière, et que le 60 milliards, c'est du pipeau, tout simplement. C'est du pipeau. Et nous allons... Parce que l'Algérie, si vous me permettez juste ce mot, oui. L'année dernière, en 2019, a importé pour 42 milliards de dollars. Et elle n'a exporté que 36 milliards de dollars, toujours selon les chiffres des douanes. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de la balance commerciale algérienne de 6 milliards de dollars. Nous sommes déjà déficitaires. Or, avec la chute du prix du baril, est-ce que l'Algérie va encore importer à la hauteur de 40 milliards de dollars, alors que nos ressources financières ne seraient en an mal an que de 25 à 30 milliards de dollars? C'est la catastrophe financière et la catastrophe économique et donc sociale qui arrive. Mohamed Ben Aissa, donc sur ces réserves de change qui semblent, je ne sais pas, faire des petits tout seuls comme ça dans leurs petits coffres. Ils sont passés de 56 milliards à peu près en début d'année à 60 milliards maintenant. Je rejoins mon camarade sur ce sujet. Il y a vraiment beaucoup d'opacité dans la gestion des réserves de change en Algérie. Et tout le monde dit, les instances internationales, tout le monde le dit, et l'a dit plusieurs fois, qu'ils sont en train de fondre plus rapidement et dangereusement en ce moment, surtout avec le déficit budgétaire qui, de mois en mois, il augmente. Que les recettes, c'est très clair, en fait, c'est un calcul très simple. Les recettes algériennes baissent parce que 96% jusqu'à 98% de nos recettes sont dépendantes des hydrocarbures. Le prix du baril, il est en baisse, donc nous, recettes baissent. Et du coup, les dépenses qui restent toujours plus ou moins les mêmes, à part la dernière baisse que le gouvernement a décidé de 30% du budget du fonctionnement, mais la consommation, l'importation reste toujours importante. Et du coup, à chaque fois, le déficit est comblé par cette réserve que l'Algérie dispose. Mais actuellement, personne ne sait elle est à quel montant exact. Mais on sait qu'elle va pas nous permettre à l'État de fonctionner plus de 6 mois, 7 mois maximum. Donc c'est vraiment très dangereux. Et d'où ce qui 6 mois, vous pensez que beaucoup de spécialistes pensent que ça va tenir dans les 2 ans. Si c'est vraiment 60 milliards, comme ils ont besoin d'environ 30 milliards par an pour compenser ce seuil incompressible des dépenses, ça devrait tenir 2 ans normalement. En fait, quand on dit 60 milliards, on n'a pas le chiffre exact, mais le 60 milliards, moi, ce chiffre, j'ai entendu au début 2019, avec presque depuis le mois de février. Même si c'est 50 milliards, ça peut tenir quand même plus de 6 mois, ça peut tenir au moins 1 an, 1 an et demi.
Non? Ça, c'est sur le prix de baril qui était à 60 milliards ou à 60 dollars ou à 55 dollars. Mais là, on est très bas par rapport à ça. On est à la moitié. Donc, ça ne peut pas tenir. Là, je disais juste avant tout à l'heure les indices d'une banque internationale. Elle disait que ça ne va pas tenir plus de 8 mois. Donc, pour vous dire que la situation, elle est dangereuse. Et d'autant plus que tout le monde sait que gérer, c'est prévoir. Quand on entend Tebboune dire que voilà, on exclut toute forme de recours à l'endettement, je trouve ça absurde et en même temps très risqué pour un État qui peut maintenant emprunter de l'argent parce que d'ici quelques mois ou moins d'un an, peut-être qu'on sera vraiment dans des situations très difficiles et les conditions de l'octroi d'un crédit du FMI ou d'autres vont être très compliqués pour l'Algérie. Donc je ne vois pas la gouvernance actuelle de ce gouvernement et ce gouvernement qui est vraiment en crise de légitimité où il va amener l'Algérie. Très bien. Alors, Lias Jbaili, sur le même point, sur ces réserves de change. En fait, je viens de relever votre excellente, la question, votre remarque est pertinente, cette réserve de change. Je rejoins M. Benaïssa quand il dit, je l'entends depuis 2019 ou depuis ceci, forcément une réserve de change, c'est quoi? C'est des avoirs en devises. Donc on va dire 50-60 milliards. Allez, on va dire 60 milliards. Est-ce qu'ils ont baissé? Ils n'ont pas baissé. Le prix du pétrole, il baisse. Il baisse quasiment, elle est en dessous de la normalité. La consommation, je veux dire, elle est entre 800 et 900 millions d'euros par mois. Qu'est-ce que vous entendez par normalité, Baril? Il n'y a pas de normalité par rapport au budget de l'État, je pense que le par budget rapport aux prévisions budgétaires C'est une prévision, tout à fait. C'est le forecast, c'est-à-dire c'est un budget prévisionnel. Voilà, donc ils sont appuyés sur un tel prix pour faire fonctionner le train de l'État et l'économie algérienne. C'est ça ce dont je parle, moi, normalité. Hein. Sachant que la consommation, elle est entre 800 et 900 millions d'euros par mois, le prix du pétrole est en train de baisser, je pense que même c'est-à-dire, selon les informations, le FMI, il refuse même une aide du FMI. Je me pose la question. Une aide des prêts, vous voulez dire? Tout à fait, il refuse oui, des prêts. Lias Jbaili, le problème, de beaucoup de spécialistes le disent maintenant, hein, ils vous disent que si ce régime n'a pas recouru à l'endettement, c'est tout simplement parce qu'il est insolvable, parce que personne ne peut lui prêter. Et puis le plafond espéré des crédits, ce n'est pas 4-5 milliards. Ils auront besoin dans pas mal de temps de 20 milliards de dollars et plus par an pour essayer de compenser le seuil incompressible, puisque l'Algérie ne produit aucune richesse quasiment. Brahim Younsi nous a dit tout à l'heure que la totalité des exportations hors hydrocarbures est de 3 milliards, alors qu'ils auront besoin de trouver à peu près un minimum de 20 milliards de dollars en plus de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils génèrent aujourd'hui. Donc il y a une autre solution, peut-être que le peuple algérien ne le sait pas. Peut-être est-ce que la planche à billets de M. Yahya, elle est en train de fonctionner dans l'antichambre de la présidence. C'est une question à laquelle aussi il faut se poser. Comment il va financer? Donc les prêts, c'est pas possible. Au fait, il est cerné partout. On est au bord de la récession économique. Hein. On produit rien, on importe. La facture des importations, est-ce qu'elle a cessé ou pas? C'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre. Est-ce que le dinar, ils vont le dévaluer ou pas? Est-ce qu'il y a une correction de la Banque d'Algérie pour le dinar? Donc il y a plein de questions qui sont posées, qui sont posées. Et nous allons vous montrer un autre extrait, mais je vous demanderai maintenant d'aller un peu plus vite pour pouvoir voir le maximum de ce que nous a dit M. Tebboune, et nous allons le regarder et l'écouter. فيه المستعجلات، فيه المدى القريب وفيه المدى المتوسط، وبعد نطرقوا ربما المدى البعيد. بالنسبه للبي ام اي بي ام، انا بالنسبه لي الاقتصاد الجزائري لا فيش مؤسسات يرتكز عليها الاقتصاد الوطني هي لا بي ام اي بي ام، ونضيف لهم لي ستارت اب الى ميكرو انتربريز. هادو بالبرهان وبالدليل الاقتصادي هنا وفي اماكن اخرى خلاقين للشغل وسهلين في المتناول. اذا اون فا سوفي لي بي ام اي بي ام.
حتى نعاود نبني اقتصاد في ما يخص الصناعه فيه نظره جديده بالنسبه للتصنيع، بالنسبه لتحويل الاقتصاد الوطني، خلق ثروات جديده اللي تعوض النفط او الاتكال على المحروقات. وانا قلت ونزيد نكرر انا نتمنى باش ان شاء الله مع نهايه 2020 و2000 بدايه السداسي الاول 2021 ربما حتى نهايه 2021 معقول اننا نصل الى تخفيض تاثير نتاع المحروقات الميزانيه نتاع الدوله باقل ب 20%. ستان تشالنج بلاص لابارتريو تحدي كبير سيد الرئيس. هاي الدنيا تحديات، واعتقد ان يعني القدوه نتاعنا معروفين، القدوه تاعنا هما شهدائنا والمجاهدين لما خرجوا بنادق صيد باش يخرجوا الحلف الاطلسي منا، كان ماشي الا تحدي. Brahim Younsi, là vraiment راسي يحبس على بالك. Alors Brahim Younsi, je vais poser une question précise. Brahim Younsi. Oui. Alors, oui. il est en train de nous dire, je passe sur le reste, hein, les PME, PMI, Start, je ne sais pas quoi, mais il nous promet rien de moins que de compenser avant, ça veut dire au plus tard, à la fin du deuxième semestre 2021, au plus tard a-t-il dit, hein, c'est-à-dire c'est possible que c'est bien avant. Alors, il va compenser à peu près 20% des ressources habituelles hydrocarbures. Alors s'il a aujourd'hui 30 milliards de dollars on va arrondir, 20%, ça veut dire minimum 6 milliards, c'est ça? Donc ça veut dire qu'il va, non seulement il va se passer de 20% des ressources pétrolières habituelles, mais en plus, il va produire, il va générer, il dit, industrie créatrice de richesse. Comme ça, à partir de rien, du jour au lendemain, dans un pays qui n'a jamais créé de richesse hors hydrocarbures quasiment ou tellement peu, au point où beaucoup de gens disent que l'Algérie est le seul pays au monde à vivre d'une monoressource. Expliquez-moi, Brahim. Expliquez-nous. Vous savez, ce que je voulais dire, avant que vous à juste raison, posez votre question, c'est que cet homme me paraît politiquement pathologique ou il est atteint de pathologie politique. C'est quand même assez grave, assez sérieux ce qu'il dit, parce que je le répète, je l'ai dit au début, il est en train de nouveau de nourrir les Algériens d'illusions, de leur vendre du vent. Il est en train de vendre du vent. Sur la question de la dette, par exemple, quelle est la soutenabilité d'une dette? L'économie algérienne ne peut pas soutenir aujourd'hui une dette. D'autre part, l'Algérie des illusions, c'est fini. Tariq Maurice Maskino est passé par là. Et il continue dans l'Algérie des illusions, où il va réduire les importations. Il faut dire qu'est-ce que de nouveau on va réduire comme importation, parce qu'on a réduit de 12-14% d'importation. Quels sont les produits qu'il va ne plus importer? Et quelle sera l'augmentation des prix à la consommation pour les Algériens, notamment ce que vient de dire un des deux intervenants sur les prix à la consommation, et si on dévaluait le dinar, qui de toutes les façons se déprécie quasi quotidiennement. On le voit avec l'augmentation des prix à la consommation. Les Algériens achètent beaucoup plus cher les produits courants de consommation. Et si on dévaluerait de combien? C'est-à-dire que ce sont les Algériens, les consommateurs algériens qui vont perdre du pouvoir d'achat. Et en plus de cela, on va les priver d'un certain nombre de produits. Et tout cela, c'est de l'enfumage.
le président illégitime est en train d'enfumer les Algériens. Sauf que la presse, s'il y avait une presse en Algérie, ne relaie pas, ne dit pas ce qu'il y a de pourri, si j'ose dire. Pas même la presse présente lors de cette interview qui ne lui pose même pas de questions sur ce qu'il est en train de dire. Aucun des deux journalistes n'a relevé l'outrance de ces déclarations. La presse ne joue pas son rôle, y compris, je ne vise pas simplement les intervieweurs, mais les critiques et les économistes qui travaillent pour les journaux et qui ont les capacités de vérifier. Oui, c'est passé lettre morte. Hein. Personne ou quasiment personne n'a relevé. Brahim Youssi, restez avec nous. Alors, Mohamed Ben Issa, sur cette promesse de créer de la richesse à hauteur de 20% de ce que ramène des ressources habituelles du pétrole du jour au lendemain, comme ça, avant le deuxième semestre 2021, ou la fin du deuxième semestre 2021. Elle est absurde, Jamel, pour plusieurs raisons. Parce que quand on parle d'investissement, les économistes vous parlent tout de suite du climat de l'investissement. On est dans quel environnement? Est-ce que cet environnement va attirer, va favoriser les PME nationales et étrangères? On voit que l'Algérie était classée vraiment à la traîne de la liste. On prend juste le classement de journal Forbes américain ou d'autres instances qui classent les pays. On est dans les derniers. On est même en Afrique, on est dans le 17e place. On est juste avant un pays, le Rwanda, je sais plus, j'ai pas rappelé le nom des pays africains. On est très loin du Maroc, qui est 3e en Afrique. Du coup, comment on peut créer cette richesse, ces entreprises, cet environnement favorable à l'implantation des entreprises, sachant qu'on n'a rien, qu'on a une bureaucratie qui lui-même avoue un échec total de l'État, de l'administration algérienne, d'où lui reste premier responsable de gérer cette bureaucratie, les libertés individuelles, la propriété individuelle. Tous les indicateurs sont tout rouges. Du coup, je ne sais pas comment il peut, du jour au lendemain, inverser la tendance et favoriser un tissu économique aussi riche. Et je ne vois pas comment. C'est comme il a dit le précédent intervenant. Je n'ai pas retenu le nom. Voilà, Brahimi. Donc, c'est absurde et c'est pas respectueux envers le peuple algérien. Et en plus, les journalistes qui sont là, qui avalent toutes ces... Qui regardent passer le train. Lias Bailey, sur la même... Alors, on vous entend intervenant, c'est aussi bien M. Youssi que M. Ben Issa. Mais comment on peut... Au fait, c'est le passage, il est brutal. Quand on dépend d'une seule ressource, des hydrocarbures, et on veut changer, faire 360 degrés pour rebasculer ou pour relancer l'économie, en s'appuyant sur les PME, PMI et la micro-entreprise et les start-up, oui, ça c'est une bonne... Moi je dis c'est une bonne vision. Mais c'est de l'enfumage. Pourquoi? Parce que toutes les PME, PMI en Algérie sont marginalisées. Il faut savoir que le CNI, le Conseil national d'investissement, quand il a été créé, il n'était pas destiné en faveur des PME et des PMI. Il était destiné en faveur de toute cette oligarchie, de toute cette cour qui tournait autour de M. Ouihia. Et c'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire, on a dilapidé l'argent. On a fait des investissements caducs qui n'ont aucun sens et on a marginalisé les PME et PMI. Pourquoi? Parce que PME et PMI dans une société, dans un État moderne, c'est le fer de lance de l'économie, forcément. Mais on n'a pas ces sociétés PME et PMI qui vont tirer l'économie vers le haut. Et dans la meilleure situation du monde, si tant est qu'il va tout réorganiser, tout arranger, faciliter, j'allais dire légiférer pour tout mettre en place, est-ce qu'il peut le faire en si peu de temps, alors qu'il est alourdi par une administration très tracassière, une bureaucratie, des institutions qui ne sont pas élues, l'épidémie actuelle, etc., etc. Juste si vous permettez, M. Benchenouf, au fait, si vous vous rappelez, le projet Desertec, le fameux projet allemand éco-énergétique de grande ampleur, qui a été initié en 2017,
Après, il a été mis sous table parce que suite à une pression, je ne sais pas d'où elle vient, parce que Total était en concurrence avec le projet allemand, il a été relancé. Il faut savoir que le projet des Desertec de 2020, il n'est pas celui de 2017. Parce que celui de 2017, non seulement il faut produire, avoir cette capacité d'autosuffisance pour l'Algérie, et en plus, on va exporter pour les pays environnants, c'est-à-dire qu'il va nous générer des devises. Alors celui le Maroc n'aurait pas adopté la même politique, surtout avec son énergie, sa grande centrale d'énergie solaire? Bah, moi je parle de l'Algérie peut-être, Oui, mais non, c'était juste pour savoir, par curiosité. Il faut savoir juste moi, ce qui est important, il faut que le peuple algérien le sache, c'est que le projet éco-énergétique de 2020, Desertec 2020, ne génère pas de l'argent. C'est-à-dire, il est là juste pour assouvir, juste pour satisfaire les besoins, les besoins locaux de l'Algérie. Mais celui de 2017, il était destiné, il était prévu aussi pour exporter vers les pays environnants. Voilà, c'est ça la réalité. C'est-à-dire on a du mal c'est une question de gestion finalement. On a tout, on peut s'appuyer sur des ressources qu'on a. Mais maintenant, c'est une économie qui a été adoptée comme ça. Elle est tributrice de cet or noir. Pour moi, c'est vraiment peut-être... Et nous allons passer à la suite et je vous demanderai à partir de maintenant de nous en tenir maintenant à 2 minutes d'intervention par invité pour essayer d'aller un peu vers plusieurs points, puisque nous ne pourrons pas revenir peut-être demain sur la même question. Alors, nous allons voir la suite, surtout au sujet de cet argent volé qui nous avait promis de rapatrier. ما سمحش باش نراقب، إذا لازم يعاودوا يتراجعوا. دروك بقى استرجاع الأموال الضائعة، هذا واجب، هذا التزام تاعي. صحيح. كيف؟ أنا عندي الكيفية إن شاء الله، ولكن في هذا الظرف أنا نستنوا بعض المعطيات أخرى إن شاء الله. ما دراهمنا يرجعوا ما فيها. ديجا نرجعوا غير الشيء اللي موجود هنا. ديجا الأرجون صال مازال يسيركول. مازال هذه اللي قلنا المقاومة اللي الناس تقاوم في التغييرات وهذه. في بعض الأحيان داخل فيها المال الفاسد. La gangrène, elle a progressé. Oui. المال الفاسد راهم يشروا في الدمام وراهم يشروا في بعض الأحيان حتى مظاهرات. Alors, Brahim Younsi, donc, il nous avait promis de... Je me rappelle, pendant sa campagne, il avait dit « je vais rapatrier de l'argent ». Il lui a dit l'autre 10 milliards, il lui a dit « 10 milliards ». D'ailleurs, je vais financer mon programme avec. Ça veut dire que c'est à peu près 100 milliards quoi, de dollars. Et alors là, il nous dit déjà, déjà. Et il est en train de le voyer, il a oublié sa promesse électorale de rapatrier l'argent et surtout lorsqu'il nous avait dit « je sais exactement où se trouve cet argent ». Oui, j'ai ri, mais c'est vrai que ça prête à rire, mais c'est un sujet très grave. Et ça engage quelqu'un qui est devenu un chef d'État, illégitime, mais chef d'État quand même. C'est dire la crédibilité qu'il peut avoir, notamment à l'extérieur du pays. Parce que les mensonges, et nous sommes aujourd'hui dans un bal des menteurs. Et Abdelmadjid Tebboune, on est certainement le maître de danse. C'est quand même assez désolant d'entendre et de réentendre cela. Cela fait 7 mois, et plus de 7 mois, et qu'il est à la tête de l'État, avec tous les pouvoirs dont il disposerait. C'est ce qu'il dit en tout cas, qu'il serait autonome et qu'il pourrait mener la politique pour laquelle il serait élu. Or, depuis plus de 7 mois, il n'a engagé aucune démarche auprès des banques nationales, alors que certains ont été condamnés par la justice dont il est le premier magistrat et qui n'a pas récupéré les ressources, les biens mal acquis. Nous savons qu'un certain nombre de ceux qui ont été, entre guillemets, jugés, mais néanmoins condamnés,
dispose de milliards de dinars. Or, ces milliards de dinars n'ont pas été récupérés. L'État n'a pas fait de recours pour récupérer ces milliards détournés, volés, et qui sont sur le territoire. Donc c'est extrêmement facile à le faire, à saisir ces milliards. Quant à les milliards qu'il y a à l'étranger, il n'a pas bougé le petit doigt. C'est dire que cet homme est dans le déni, dans le mensonge quotidien. Mohamed Ben Aïssa. Oui, Jamal Din, je pense clairement que Tebboune n'a pas ni les moyens, ni l'envie, ni surtout la volonté d'aller chercher ces biens mal acquis. Pourquoi? Parce que le système qui est à l'origine de tous ces biens mal acquis, il est encore en place. Tebboune fait partie de ce système. Tous les teneurs du système, à part quelques figures, oui, qui sont sautées, mais on sait que tous ces hommes d'affaires, en fait, ces délinquants mercantiles que Haddad et compagnie, ils ont tous leur soutien dans les institutions, l'institution militaire et autres. Et du coup, je ne pense pas que ça serait facile. C'est facile pour Tebboune d'aller chercher parce qu'il n'a pas de légitimité populaire. Il n'a aucun soutien, aucun parti. Il souffre d'une crise de légitimité. Du coup, il ne pourra pas aller plus loin. Et il fait partie de ce système. Récemment, on a entendu que même un des tribunaux suisses a fait une déclaration pour dire qu'on n'a reçu aucune demande officielle de l'État algérien pour enquêter pour quoi que ce soit sur les biens mal acquis, sachant que la Suisse contient beaucoup de biens mal acquis. Et du coup, il n'y a aucune volonté de l'Algérie et de Tebboune, parce qu'après 7 mois, on pourrait au moins voir une commission, un comité, une structure qui s'occupe de ça. Aucune décision officielle, aucune personne. On a vu qu'il a nommé pas mal de personnes, pas mal dans des postes importants, mais ce dossier qui est important, au moment où le peuple algérien vit des moments difficiles, on parle de récession économique, on parle de déficit budgétaire, on parle d'aller emprunter de l'argent, il y en a qui estiment les biens mal acquis vers les 200 milliards de dollars. Donc c'est vraiment gros et important d'aller chercher ces biens mal acquis. Alors, Lias Zubaili. Du projet de finance de loi complémentaire, donc c'était augmenter l'essence à 3 dinars par litre et le gasoil à 5 dinars par litre. Ça devrait générer 41,5 milliards de dinars pour le trésor public algérien. 45,1 milliards de dinars algériens, c'est l'équivalent de 300 millions d'euros. On est d'accord, 300 millions d'euros, mais 300 millions d'euros, mais ces 300 millions d'euros, ils sont quelque part ici à Paris, ils sont quelque part à Genève, donc ils sont quelque part. Donc il n'a pas ce président illégitime, n'a pas la volonté, non seulement il est illégitime, en plus il n'est plus crédible, parce que durant sa campagne présidentielle, le journaliste lui pose la question, 10 milliards, moi c'est rien, peut-être je sais, j'ai les moyens, j'ai la capacité et je sais où se trouve cet argent. Ben non, il ne fait rien. Je pense qu'il sera difficile de ramener cet argent avec ce président-là parce qu'il n'a pas la volonté, parce que c'est toute une cour qui est derrière lui, qui ne veut pas que cet argent revienne en Algérie. Moi, ce qui me fait mal, je pense au peuple algérien qui souffre et qui a du mal un petit peu à finir les fins du mois avec le revenu minimum, de salaire. La vie, elle devient très chère. Le train de vie du simple citoyen algérien, il est en train de souffrir pour arrondir les fins du mois et pour pouvoir survivre et faire vivre sa famille, alors que l'Algérie, on a des centaines de milliards de dollars qui sont rapatriés un peu partout. Et nous allons... Et juste pour finir, Monsieur Jamel Din, donc il faut que le peuple algérien, il faut qu'on trouve les moyens comment traquer et comment rapatrier les richesses du peuple algérien. Cet argent ne peut pas dormir comme ça dans les banques. Pourquoi la diaspora qui a les moyens d'enquêter, de dénoncer, de photographier les biens, les résidences de ces gens, de porter plainte aussi dans les pays origines, pourquoi la diaspora ne fait-elle rien dans ce sens?
moi j'ai toujours dit, et peut-être moi j'ai vu un peu les voisins comme l'Égypte et la Tunisie qui ont du mal. Il faut savoir que la Tunisie, elle n'a rapporté aucun euro depuis la chute de Ben Ali, aucun euro. Pourquoi? Je ne sais pas. La Mais Libye nous, non plus. C'est pour dire que c'est très très difficile, même par des gouvernements légitimes. On ne peut pas rapatrier comme ça 200 milliards de dollars du jour au lendemain juste parce qu'on l'a déclaré pendant une campagne électorale. moi, ce dont j'ai peur, c'est que quand cet argent se trouve dans un pays souverain, sa banque, elle est souveraine, et du coup, il va vous créer une loi sur mesure pour dire que cet argent, elle est désormais, elle est au peuple. Hein, De toutes les façons, tout le monde sait que l'argent est blanchi, puisqu'il a servi à acheter des résidences, à lancer des usines, à afficher sa richesse. Donc, c'est de l'argent qui a déjà été blanchi et il sera très difficile de prouver le contraire. Et nous allons passer à la suite. كي بغيت يتقوى الانتماء نتاعو لهذا الوطن عانى ووكل وكان مسبل وكان ربما يعني كان معزول ما عندوش يعني مدينه كبيره اللي يدرك في الطرق تاعها ولا يدرك في كذا كان في الواجهه في العذاب في الثوره في كذا اليوم ما اعتقدش انسان حتى لو ما عندوش روح وطنيه قويه عنده ضمير فقط يرضى للجزائر تاع الساتيليت والجزائر تاع اليوم دخلنا في تكنولوجيات ودخلنا في امور وما زال المواطن يجيب الماء في شامبراير فوق الداب حاشاك هي كاين لها في عهد جاكوزي وهذا مازال في شامبراير واش من تنميه هذه دونك هذا حقهم هذا حقهم سي بور فا جابيل لي زومب دومب مناطق الظل يعني دارقين واحد ما دايها فيهم وتلقاهم في بعض الأحيان على 5 كيلومتر على مدينة. Alors, Brahim Younsi, M. Tebboune, qui a fait partie de ce régime depuis toujours, hein, depuis qu'il avait l'âge de 25 ans, il en a 70 aujourd'hui, qui était aux plus hautes charges de l'État, y compris Premier ministre. Et donc, qui nous dit qu'est-ce que c'est que cette injustice, ces gens qui vont encore chercher de l'eau à pied. C'est incroyable hein, ce qu'il est en train de nous dire. Il est hors sol. Il est hors sol, cet homme. Il est complètement. Il a peut-être vécu sur une autre planète. Où a-t-il vécu? Alors que nous, qui sommes, hélas, à l'étranger depuis déjà plusieurs décennies, nous savons ce qui se passe réellement dans notre pays. Peut-être douar par douar. Parce que nous nous informons. Parce que nous contactons des gens. Et qui nous disent, et nous les voyons vivre. Et nous les voyons vivre, parce qu'aujourd'hui, à travers les satellites, je crois qu'il a parlé de satellites. Oui, l'Algérie des satellites, d'ailleurs, tout le monde se demandait ce qu'il voulait dire là. Ben oui, nous vivons à travers les satellites, nous vivons à côté des populations algériennes en particulier, parce que nous sommes Algériens, nous nous intéressons à l'Algérie. La question fondamentale, c'est que le peuple algérien n'a plus confiance dans ces politiques, dans ces hauts fonctionnaires, parce qu'ils incarnent la prévarication et la constitution. C'est ça le problème, c'est des prévaricateurs. Et la concussion est généralisée. Et le peuple le sait, le peuple le sait. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est M. Ben Issa ou M. Djbaili, j'ai écrit les noms, qui a parlé de 360 degrés, que Tebboune allait faire un tour à 360 degrés. Ça veut dire qu'il vaut mieux qu'il ne bouge pas, parce qu'il va revenir au même endroit. Bon, ce n'est pas un 80 degrés qu'il va faire, il va revenir il vaut mieux qu'il ne fasse rien. Si c'est pour nous ramener au point de départ, il vaut mieux qu'il ne touche rien, qu'il ne dépense rien. Non, je crois que le peuple algérien, encore une fois, ne se fait plus d'illusions. Oui. Je crois que la génération d'aujourd'hui maîtrise mieux les choses, mieux la situation politique du pays, qu'elle connaît excellemment, contrairement à une génération comme la nôtre, qui était très engagée parce qu'elle avait envie
ça ne veut pas dire que la génération d'aujourd'hui ne veut pas que son pays réussisse, au contraire. C'est parce qu'elle voit les dégâts commis par l'ancienne génération dont fait partie le président illégitime, qu'il faut absolument balayer pour laisser la nouvelle génération conduire son pays vers son avenir. Mohamed Ben Aïssa. Mohamed Ben Aïssa. Sur ce sujet. Donc il parle, on a l'impression que c'est de la démagogie primaire, quoi. C'est du populisme, du paternalisme, je ne sais pas comment qualifier ça. En fait, quand il parle de satellite, je pense que c'est lui qui vit sur une autre planète. Donc c'est peut-être avec ce jeu d'images, on pourrait comprendre, en fait, c'est même pas un président jupitérien, c'est un président perdu dans l'espace. Parce que il est comptable, en fait. Tout le monde sait que ce président, que cette personne, que Tebboune est comptable de tout l'échec du système algérien, de la situation financière, économique, des logements, de toute la situation. Il était maire, il était chef de daïra jusqu'au ministre, premier ministre, Donc il est comptable. Et maintenant, il veut s'acheter cette virginité politique en disant que oui, il est étonné de voir ça. Il était où quand lui, il est venu à Paris, quand il était Premier ministre et qu'il dormait dans un hôtel très chic à Paris, où la nuit coûte dans les 10 000 euros. Et quand la presse a relevé ça, on a un certain qui sort aujourd'hui aussi, qui toujours aujourd'hui, un certain qui s'appelle Mohamed Agab, qui dit que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a intérêt à ce que nos responsables dorment dans les meilleurs hôtels. Donc, regardez où ils étaient, ces gens-là. Ils vivaient complètement déconnexion avec la population. Et maintenant, il vient parler le langage de la rue pour dire que oui, je suis triste de voir la situation des Algériens. Nous, on leur dit, ce système-là, partez. Vous n'avez plus les moyens ni les compétences de changer les choses. Comme ils disent le proverbe chinois, on ne pourra jamais construire un nouveau bateau avec du vieux bois. Il ne pourra pas. Donc, à chaque sortie médiatique, on se rend compte, on a une confirmation de plus que lui et tout ce qui trame derrière lui ne pourront rien apporter pour la nouvelle Algérie. Lias Jbaili. Enfin, je reviens quand même sur sa façon de parler. C'est un énarque. Un énarque de 25 ans, 70 ans, forcément, il est passé par des postes importants. C'est un haut fonctionnaire de l'État, on va dire comme ça. Chef de daïra, wali, ministre de l'Habitat, et il a fini par Premier ministre, et maintenant il est président. Donc quasiment, on va dire, il maîtrise les tenants et les aboutissants du cercle un petit peu des postes de hauts fonctionnaires. Mais quand on parle jacuzzi, brla, chambrière, mais un peu de langage, un peu de pudeur quand on parle, même si vous êtes illégitime, mais vous êtes tenu de par votre fonction, de parler correctement, et parce que vous vous adressez, même si ce peuple n'a pas voté pour vous, même si aux yeux de ce peuple, vous êtes illégitime, mais vous êtes tenu de par votre fonction. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il est complètement dans la démagogie. Il faut savoir, il faut faire un constat sur ce pays. Le rural algérien souffre énormément. Souffre. Il n'y a pas d'eau. Il y a des régions où il n'y a pas d'eau. Il y a pas d'eau. Ils sont ravitaillés par des moyens. Même des grandes villes comme Ouaharan, il arrive que certains quartiers n'aient pas d'eau pendant des semaines. Et pas seulement Ouaharan. À Tébessa, on m'a parlé de la moitié de la ville qui n'ont pas eu d'eau pendant plus de 3 mois. C'est dire, oui. Hein, c'est... Absolument, à Constantine, enfin, il y a d'autres villes, quand même, des grandes métropoles, mais les barrages, on n'a pas su. Je pense qu'il est en déconnexion totale par rapport à la population. Est-ce qu'il est en instinct de survie, je veux dire. Ou alors il est dans le déni. Il est dans le déni. Enfin, il est dans le déni, oui, il est dans le déni parce que la situation, elle est gravissime. La situation, elle est gravissime. Donc, il faut qu'il... Enfin, moi, je l'écoute pas. Je l'écoute parce que je suis un simple citoyen algérien. Il faut que je l'écoute, comment il parle. Très bien. Très bien. Alors, nous allons passer à l'extrait suivant. هذه الامور انا مانيش نختارها في امور هذا راني ندير النيف للجزائريين هذا ما كان سيتو ندير لك خدم بلادك اربح ما سيلفو نسمح لواحد مواطن ولا مجموعه تاع مواطنين باش يديروا لنا رافينري فوق روسنا مرحبا بك
خليني ما نستوردش واربح الله يسهل عليك. هاد البلاد هذه اللي رجعناها كورون دير، هذا داخل هذا خارج، هذا ما نعرف واش، هذا اموال ملايير خارجه ولا رقيب ولا واحد يشعر ولا واحد يهضر ولا واحد. سي كراف يعني معولين على الفناء. هاد البلاد كاع ما تبقاش. باسكو باعوا الشيء اللي باين غدوه يبيع البشر. Brahim Younsi, et je vous demanderai vraiment de ne pas dépasser 2 minutes chacun. Alors voilà, c'est le même phénomène. C'est vraiment à croire qu'il n'a jamais fait partie de ce régime. C'est incroyable. Hein? C'est ahurissant. Ahurissant d'entendre cela, mais quelquefois, il vaut mieux entendre cela que d'être sourd. C'est quand même, je le répète, ahurissant d'entendre quelqu'un qui a au moins 50 ans d'exercice du pouvoir, et du pouvoir absolu, parce que ces gens-là, quand ils étaient des walis, étaient des monarques. Ah oui. L'autoritarisme des walis, nous le connaissons. Ils avaient le droit de, je ne vais pas employer un mot inconvenant, mais quasiment le droit de vie et de mort sur leurs administrés. Et nous les avons vus à l'œuvre. Cet homme qui voit l'Algérie comme elle est, alors qu'il y a grandement participé, et il est en train de détruire le peu de choses qui existent et qui allaient peut-être dans le bon sens, il est en train de le détruire, il est en train de le remettre en cause, notamment sur le plan économique et social. Sur le plan politique, on n'en parle pas, il n'y a pas de politique, mais y compris sur le plan économique et social. Nous avons déjà vécu ça, et nous l'avons vécu de façon, le peuple algérien l'a vécu, de façon très amère, très difficile, parce qu'il a été obligé de se serrer la ceinture. C'est dans les années 90, entre les années 80 et 90, où le gouvernement de l'époque a swappé l'or de l'Algérie pour pouvoir avoir accès à l'endettement. Je crois que cette fausse solution, le swap de l'or algérien est envisagé, me semble-t-il, pour que l'Algérie puisse avoir des ressources financières nécessaires, non pas pour investir, mais pour calmer la grogne de la population. Parce que après cette pandémie qui freine l'énergie des Algériens à contester, à prendre les lieux de pouvoir, à prendre les lieux de pouvoir, tout ce que pourra faire ce régime illégitime n'y fera strictement rien, parce que le peuple algérien a la volonté, quant à lui, de changer de façon radicale de régime et de système. Mohamed Ben Issa, je vous demanderai d'aller un peu vite parce qu'il ne nous reste plus de temps. Mohamed Ben Issa. Je vais être bref, je dirais que Tebboune, c'est la mauvaise personne qui a été choisie par le clan, mais c'est juste la seule chose qu'il avait, c'est qu'il, dans le casting qui était post-Bouteflika, il remplissait le rôle d'être d'une personne qui s'est opposée à un certain moment ou qui était un outsider du clan Saïd Bouteflika. Mais ceux qui l'ont mis en place, là, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont choisi une personne qui remplit vraiment très très mal la mission et qui peut même devenir problématique pour ceux qui l'ont mis. Mais en plus, moi, j'incrimine pas tous ceux qui sont passés par le système. Il y en a qui sont restés dignes, à l'image de Ben Bitour, de Hamrouch, qui sont passés par les gouvernements algériens, mais à un certain moment, ils ont dit qu'on ne peut rien apporter, ils ont dit au peuple, ils ont dit clair au peuple, on ne peut rien apporter à vous, cher peuple, dans ces conditions-là. On n'a pas la maîtrise des choses. Alors que Tebboune, il voulait prendre sa revanche et il s'est jeté pleinement dans cet exercice qui est vraiment un naufrage pour lui et pour le système. Alors, Lias Jubaili, assez rapidement, je vous prie. C'est le vote, je veux dire, le vote démocratique du peuple algérien a toujours été confisqué par cette caste prédatrice. Donc, M. Tebboune, c'est un président illégitime, donc il répond aux intérêts d'une caste bien définie.
Qu'est-ce qu'on va attendre de lui? On n'attend rien. Quand vous entendez un président dire l'Algérie est un courant d'air, moi je ne savais pas que l'Algérie est un courant d'air. Hein. L'Algérie, c'est la première superficie d'Afrique avec 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est une terre d'hommes, c'est une terre qui a généré des hommes, qui ont donné un certain sens au nationalisme algérien. Voilà, donc sur le plan économique, il est défaillant, sur le plan politique, n'en parle même pas. Voilà, sur le plan aussi socio-économique, c'est la catastrophe. Voilà. D'accord. Alors, nous allons regarder, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, nous allons voir le dernier extrait et faire le dernier tour de micro et je prierai mes invités d'être assez brefs puisque... Alors, nous allons regarder quelque chose d'assez hallucinant où M. Tebboune, après le meilleur secteur sanitaire africain, après je ne sais pas quoi d'autre dont il a dit qu'il était le meilleur, la presse, qui est la meilleure presse du monde arabe et d'Afrique, maintenant il nous parle de l'université, écoutez-le. شوف سي حميسي هي ممكن بالإرادة السياسية وبروح وطنية اللي ما فيهاش الإقصاء لأي جزائري ممكن جدا. علاش؟ نشوف حنا اليوم مثلا رجال الأعمال تاعنا أغلبهم عصاميين. واحد كان يبيع في السوق صباح كذا الآخر هذه الآخر هذا معناه باللي فيه ذكاء. الفرصة نتاع هذا الجيل هذا رانا نخرجوا 200 ألف جامعي سنويا. اللي ما مشاش للبطالة ما قعد في البطالة مشى للونساج ولا مشى للأمور هذه. نعطيه فرصة باش يكون هو رجل أعمال. الذكاء نتاعو والمعرفة يديرها في الاقتصاد ويديرها في التسيير ويديرها في الستارت اب ويديرها في كل ما يجي في الذهن نتاعو. مثل الانجليزي مثل الفرنساوي مثل الاخر ما فيش فرق. الذكاء هو ذكاء هنا ولا غير في مكان اخر. اذا الفرصه نتاع البلاد اليوم انها تجدد الدم تاعها من خلال انا نقول لك تخرج 200 ألف حتى 250 ألف جامعي. وراها الدوله اللي عندها. احنا الدوله الوحيده في افريقيا وفي العالم العربي وفي كذا اللي عندنا ما يقرب 110 جامعه مركز جامعي ومدارس كبرى وكلها راها تخرج وكلها راهم يستغلوها لنا الدول الاخرى. اعطيه فرصه نتاعو. Alors, Brahim Younsi, si l'on prend ces chiffres, hein, on va le croire, hein, on va faire, d'accord, on est d'accord. S'il sort 200 à 250 000 étudiants par année, hein, donc les 10 dernières années, enfin l'université qui sort 250 000 diplômés d'études supérieures par an, en 10 ans ça fait 2 500 000, d'accord? Alors, moi je veux comprendre une chose, parce qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Où sont partis ces 2 500 000 diplômés d'études. Si on leur a créé de l'emploi, ça veut dire 2 500 000 créations d'emplois, ça ne se cache pas, c'est incroyable, ils sont se vantés. Ou alors, ces 250 000 donc n'ont pas travaillé, on ne leur a pas créé, et donc ils sont en chômage. Or, si juste pour ces 10 dernières années, il y a 2 500 000 diplômés d'études supérieures. Ça veut dire que le taux de chômage n'est pas de 12%, comme celui avancé. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Le taux de chômage est nettement supérieur à ce taux que vous venez de donner. Le taux de chômage se situe, selon toute vraisemblance, entre 30 et 35% au bas mot, entre 30 et 35%, sans compter les femmes au foyer qui ne travaillent pas, oui, qui ne sont pas comptées comme une population active. Oui. La majorité des femmes algériennes ne sont pas comptées parmi la population active, sauf celles qui demandent un emploi. Elles sont comptées dans la population active. Mais celles qui ne demandent pas un emploi ne sont pas comptées dans la population active. Tout à l'heure, il y a un mot que je voulais relever. C'est le mot NIF. Ouais. Si Tebboune avait du NIF, il signifie ce qu'il signifie chez nous. C'est extrêmement important. Le sens de l'honneur. Absolument. Et il y a longtemps,
qu'il aurait quitté les rouages du pouvoir et de l'État. C'est-à-dire que le NIF dont il parle Et je me permets de vous interrompre, Brahim Younsi, sur ce est absent chez beaucoup de nos dirigeants. Ah oui, je me permets de vous interrompre, excusez-moi. Mohamed Ben Je vous en Issa. prie, vos contraintes, je les connais. Ouais, merci. Alors, Mohamed Ben Issa, très vite, s'il vous plaît. Oui, sur ça, sur les chiffres, sur ce qu'il a dit, c'est comme ce qu'il a dit pour les hôpitaux, c'est de l'incommunication, parasitage politique. On est vraiment classé, pour dire rapidement les chiffres, dans les 2345, la meilleure université dans le monde, sur les 28 000. En Afrique, on est classé 46, 45, les universités algériennes. On est et je rejoins M. Brahimi sur le chiffre du chômage. On est dans les 30 minimum, 30% de chômage, de taux de chômage en Algérie. Et encore une fois, c'est grave qu'un président, en plus que tous les médias, tout le monde regarde ce qu'il dit. C'est encore une fois, il est en train de mettre le nez, comme il dit, le NIF des Algériens dans le sol à cause de ses sorties médiatiques. Très bien, merci. Alors, Lias Jbaili, vous avez le mot de la fin. Très vite, s'il vous plaît. En fait, ce n'est pas le nombre d'universitaires qui compte. S'il y a 200 000 universitaires qui sortent chaque année et le marché du travail leur est fermé, ça ne sert à rien, en fait. Donc, un diplômé universitaire, quand il sort, généralement, il faut qu'il trouve du travail. Donc, pour moi, c'est de la démagogie. Alors, juste pour revenir pour le chômage en Algérie, ils ont créé l'ANSEJ en 1996. L'ANSEJ, pour moi, c'est un centre de coût, c'est un cost center. Est-ce qu'il a résolu le problème du chômage en Algérie? Non, c'était juste pour acheter la paix sociale. Donc, ça reste toujours, on est toujours dans la démagogie, dans le rafistolage et acheter la paix sociale pour se maintenir au pouvoir. Notre système de santé, il est ultra défaillant. On a vu la gestion. On a vu ce qui se passe dans les hôpitaux algériens. On a vu la détresse des médecins. On a vu ils ne sont même pas équipés. Il y a même des patients qui étaient atteints du Covid à Constantine. Ils ont passé la nuit dehors. Merci Elias Jbaili, merci Mohamed Ben Issa, merci Brahim Younsi. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Khawala khair, salama.